Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application du cours de chimie descriptive et chimie de coordination. Alors, je vais proposer un exercice qui concerne à expliquer l'expérience de Werner. Alors, Werner avait synthétisé 4 complexes du cobalt. Un complexe jaune, un complexe pourpre, un complexe vert et un complexe violet. Et les ligands coordonnés au cobalt sont NH3 et Cl-. Les deux complexes C3 et C4 ont la même structure, mais pas la même couleur. Alors la première question, donnez l'expérience de Werner. La deuxième, comment expliquer la structure de ces deux complexes. La troisième, comment expliquer la différence de couleur entre les complexes qui ont la même structure, C3 et C4, mais pas la même couleur. Alors, la solution à l'exercice numéro 1, c'est l'expérience de Werner. Alors, Werner a pris le premier complexe, il a ajouté un excès d'Ag+, sous forme de AgNO3, il a obtenu 3 molécules de AgCl. Et pour le deuxième complexe, il a ajouté un excès aussi de AgNO3, et il a obtenu 2 molécules de AgCl. Pour le troisième complexe et le quatrième qui ont la même structure mais de couleurs différentes, il a mis un excès de AgNO3 et il a obtenu une molécule de AgCl. Ces études de précipitation ont été menées en parallèle avec des études de conductivité. Alors Werner a remarqué que la réactivité des ions chlorure est très différente pour ces 4 composés. Si on ajoute des quantités différentes de nitrate d'argent, on obtient des quantités différentes de chlorure d'argent précipité. Alors, les expériences de Werner ont été réalisées avec d'autres métaux. Nous arrivons à l'affirmation suivante. Les composés sous forme de NH3 5 fois X sont menés aussi avec les métaux chrome et avec comme ligand chlore, brome, etc. Et ces composés dérivent des composés NH3 6 fois. Le chlore peut jouer le rôle d'un quantrion comme il peut jouer le rôle d'un ligand. Les deux liaisons dans les deux cas ne sont pas les mêmes. Les liaisons entre le C1, le complexe 1 et le méthane pour les liaisons entre le chlore, dont les complexes ne sont pas les mêmes. Alors, deuxième question, donnez la structure des complexes. Alors, le premier complexe a pour structure cobalt, NH3 6 fois 3 plus 3 Cl-. Alors on remarque que pour ce complexe, les 3 chlores jouent le rôle d'un quantrion. Et ceci est normal parce que lorsque on a la précipitation de 3 molécules de AgCl. Quand on passe au deuxième complexe, sa structure est cobalt NH3 5 fois Cl, 3 plus 2 Cl-, c'est-à-dire qu'il y a 2 chlores qui jouent le rôle d'un quantrion et un chlore qui rentre dans la sphère de coordination. Et ceci peut être expliqué par la précipitation de 2 molécules de AgCl. Pour les complexes 3 et 4, je rappelle que ces deux complexes ont la même structure mais n'ont pas la même couleur. En effet, quand on a ajouté un excès de AgNO3, on a obtenu une seule molécule précipitée de AgCl. Alors, ça veut dire que les deux complexes possèdent un chlore comme quantrion et 2 chlores dans la sphère de coordination. Je rappelle que le chlore comme quantrion a une liaison qui est différente du chlore lié au cobalt dans la sphère de coordination qui est gérée par toutes les théories de la liaison de coordination. C1 est un complexe violet, C2 est un complexe vert. C1 et C2 n'ont pas les mêmes propriétés physiques.
les deux complexes 1 et C2 sont deux isomères géométriques. Ces deux isomères peuvent être séparés par l'expérience. Donc, le complexe vert est un complexe trans où vous avez les deux chlores qui sont placés en trans par rapport à l'octaèdre, et le complexe vert est un complexe 6 où les deux chlores sont placés en position 6 par rapport à l'octaèdre. Alors, le deuxième exercice consiste à tracer la courbe des énergies de quelques réactions des éléments de transition en fonction des métaux au degré d'oxydation M2+. Alors, les énergies d'ionisation des chlores MCl2 données en kilojoules sont données dans le tableau suivant. Alors, la question A, c'est tracer EI, l'énergie d'ionisation, en fonction de M2+. B, interpréter le résultat obtenu. La solution de l'exercice 1, l'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire pour arracher un électron. Cette réaction est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'énergie pour qu'on puisse arracher cet électron. Dans une même période, l'énergie de la première ionisation des atomes augmente au fur et à mesure que le numéro atomique augmente. En effet, les orbitales sont de plus en plus remplies en électrons et donc plus liées au noyau. En passant à la période suivante, l'énergie d'ionisation tend à diminuer, contrairement au reste de la classification périodique. Alors, nous allons tracer l'énergie d'ionisation qui est donnée en kilojoules par mol par rapport au numéro atomique de la première série de titane au zinc. Et le métal est M2+. Alors, vous remarquez que l'énergie d'ionisation augmente avec Z. Et à un certain moment, cette énergie d'ionisation voit sa valeur baisser et on reprend aussi, après par la suite, EI continue à augmenter avec le Z de M2+, et au point Zn, on trouve une diminution de EI. Alors, ceci peut être expliqué de la manière suivante. Alors, quand on voit ce quatrième point, il correspond à Mn. Et quand vous regardez Mn, au degré d'oxydation Mn2+, c'est un D5. C'est-à-dire que les 5 orbitales sont à moitié remplies. Je dis que c'est une symétrie sphérique et c'est une configuration qui correspond à un état stable. Et c'est pour ça qu'on a cette diminution de l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire c'est très difficile d'arracher un électron. Et puis après, cette énergie, quand elle augmente, elle arrive au Zn. Zn aussi a une configuration D10. Une configuration où on a les 5 orbitales D qui sont entièrement remplies, et c'est une configuration D10 qui correspond au maximum de stabilité, c'est-à-dire très difficile d'arracher un électron. Alors, si je trace cette courbe de la façon suivante, j'ai comme sorte de double bosse. Cette double bosse est typique des éléments de transition. Si par exemple, je trace l'énergie d'hydratation, par exemple, par rapport à M2+, je trouve la même allure de la courbe. Si je fais l'énergie réticulaire en fonction de Zn, M2+, je trouve aussi une courbe en forme de double bosse. Cette forme en double bosse est typique des éléments de transition. On la trouve aussi bien pour l'énergie d'ionisation que pour l'énergie d'hydratation, pour l'énergie réticulaire. Remarquez que les points, comme je viens de dire, les plus bas correspondent aux configurations électroniques D0, D5 et D10. Ce phénomène est expliqué par la stabilité accrue des énergies des orbitales D
quand celles-ci sont occupées d'une manière symétrique, entièrement vides des 0, pleines des 10 et à moitié pleines des 5. Une propriété comparable a été observée pour les complexes des éléments de transition internes très rares. Dans ce cas, ce sont les orbitales F qui sont impliquées. L'exercice 3. L'exercice 3, c'est donner les propriétés des métaux de transition. Avant d'aborder ces propriétés, je vais donner quelques petites définitions. On appelle éléments de transition les éléments dont l'état atomique possède une couche D, partiellement pleine, métaux de transition, qu'on appelle métaux de transition, ou bien les lanthanides ou actinides qui font partie du bloc F, les orbitales F. Alors, pour le bloc D, on a 3 séries. La première série commence du scandium jusqu'au zinc, la deuxième série et la troisième série. On distingue 2 familles parmi les métaux de transition. On a les métaux nobles. Ils s'oxydent difficilement et se lient rarement à d'autres éléments. Ces éléments sont souvent rares et donc très chers. Exemple, l'or, l'argent, platine, etc. Les éléments ou les métaux non nobles s'oxydent à l'air libre plus facilement que les métaux nobles. Les métaux de transition possèdent aussi des propriétés très intéressantes pour l'industrie, pour la construction, pour la vie quotidienne et d'autres applications. Ils sont beaucoup plus rigides que les métaux des groupes 1 et 2. Ce sont de bons conducteurs thermiques et électriques. Le meilleur est l'argent. Ils peuvent former des alliages entre eux. On utilise rarement ces métaux sous forme pure. Ils ont une vitesse d'oxydation modérée à l'air libre. La première propriété, et qui est très intéressante, c'est l'aptitude à former des complexes. Les éléments de transition forment de très nombreux composés de coordination appelés complexes, contrairement aux éléments du bloc S et P. Ceci est dû à ce que les ions de ces éléments sont relativement petits, très chargés et avec des orbitales vides. Ces orbitales peuvent recevoir des doublés électroniques qui sont donnés par d'autres groupes appelés ligands ou coordinats. Tout atome qui possède un doublet libre peut jouer le rôle d'un ligand. La deuxième propriété est le degré d'oxydation. Les éléments de transition possèdent une valence très variée, avec plusieurs degrés d'oxydation. Alors, les métaux de transition possèdent de nombreux degrés d'oxydation, contrairement aux métaux des groupes 1 et 2. Le nombre de degrés d'oxydation augmente avec le nombre d'électrons de valence. On observe que plus la série est élevée, plus le nombre de degrés d'oxydation et la valeur possible d'un degré d'oxydation sont élevés. On peut relever quelques paradoxes apparents entre les séries. Les métaux plus lourds sont un peu moins réactifs et pourtant on peut les oxyder plus aisément pour atteindre les degrés d'oxydation élevés. Le degré d'oxydation plus 2 existe pour tous les éléments de la première série, sauf le scandium. L'or au degré d'oxydation 3 est stable, tandis que le cuivre au degré d'oxydation 3 et le palladium au degré d'oxydation 3 le sont peu. Le ruthénium et l'osmium de degré d'oxydation plus 8 existent. Ce sont des oxydants très puissants. La température de fusion est aussi une propriété très importante pour les éléments de transition. Les métaux de transition possèdent des températures de fusion très élevées par rapport aux autres éléments. Leur température de fusion est liée à la force de liaison entre les noyaux au sein du métal. Plus ils sont liés, plus ils fondent difficilement. On observe au sein d'une même série que les températures de fusion évoluent en cloche.
Lorsque l'on passe de la série 1 à la série 2 ou la série 3, la température de fusion augmente. Les éléments de transition et leurs composés présentent des températures de fusion très élevées. Par exemple, pour le tungstène, on a une température de 3400 degrés Celsius. C'est une propriété qui les fait utiliser comme résisteur des fours électriques, réfractaires aciers spéciaux en aéronautique ou graines de protection. On observe aussi une irrégularité au niveau du manganèse qui possède un point de fusion plus faible qui est de l'ordre de 1246 degrés Celsius. On l'avait vu aussi pour l'énergie d'ionisation à cause de la structure électronique D5. Et ceci, bien sûr, la température est plus basse parce que sa structure électronique est D5. Sa structure électronique étant plus stable, toutes ces orbitales de valence sont à moitié remplies, les noyaux se lient moins au sein du métal. En passant aux configurations des 10 comme le zinc, il a une température de 419 degrés Celsius et le cadmium, qui appartient à la même colonne que le zinc, a une température de 325 degrés Celsius. Et les deux ont une structure électronique, un camp D10, ça veut dire le maximum de stabilité. Le mercure illustre aussi ce phénomène, notamment le mercure qui est liquide à température ambiante. La conductivité, qui est la quatrième propriété, on peut comparer un métal conducteur à un atome qui a sa couche de valence incomplète et un isolant à un atome dont la couche de valence est saturée. La plupart des métaux de transition sont supraconducteurs. Cela veut dire que, en dessous d'une certaine température, ils peuvent conduire l'électricité. Ces matériaux trouvent leur application dans de nombreux domaines, tels que l'imagerie médicale, ou bien pour la science, pour la résonance magnétique nucléaire, ou bien comme accélérateur de particules et d'autres. On les utilise aussi dans les trains magnétiques ou les tokamaks, des réacteurs à fusion nucléaire. La propriété 5, c'est la propriété mécanique. Les métaux de transition offrent d'excellentes propriétés mécaniques car ils sont solides et se déforment bien, contrairement aux métaux classiques. Propriété 6, qui est une propriété très intéressante, on l'avait dit auparavant, que les complexes des métaux de transition sont colorés. On va voir que c'est uniquement pour le zinc qui n'est pas coloré. Les composés ioniques équivalents des éléments de transition sont d'ordinaire nettement colorés que les éléments de bloc S et P. La couleur est en général liée à la possibilité de la promotion d'un électron d'un niveau N à un niveau N plus 1. La quantité d'énergie nécessaire entre les deux niveaux s'obtient par l'absorption d'un rayonnement de la longueur d'onde dans le spectre visible et que je peux mentionner par delta E égale à H mu égale à HC sur lambda. Le lambda ou mu peuvent être relevés d'un spectre UV visible. Alors la septième propriété, c'est la propriété magnétique. La plupart des éléments de transition sont paramagnétiques. Cette propriété est liée à la présence de spins non appariés. Les atomes ou ions qui ont leurs électrons pairs ont un moment magnétique nul. On dit qu'ils sont diamagnétiques. Un électron chargé, alors je vais expliquer maintenant ce que ça veut dire le moment orbitalaire et le moment de spin. Un électron chargé négativement qui se déplace génère un champ magnétique. Le mouvement d'un électron est la résultante de deux effets. La rotation de l'électron autour de lui-même, c'est le moment de spin, et le déplacement de l'électron en rotation, c'est le moment orbitalaire. En effet, le moment magnétique est la résultante des deux moments, moment de spin plus moment orbitalaire. Or, l'expérience nous montre que
le moment expérimental coïncide exactement avec le moment de spin, donc je peux négliger le moment orbitalaire et écrire mu spin égale à mu expérimental. Alors, le moment magnétique moléculaire dû au spin des électrons 3D non appariés s'exprime par la formule suivante: mu s égale EH sur 4pi mc, racine de 4s, facteur de s plus 1. Puisque le spin est égal à la moitié du nombre d'électrons, nous pouvons écrire la formule suivante: mu s égale à EH sur 4pi mc, racine de n, facteur de n plus 2. Et à ce moment-là, le n, c'est le nombre d'électrons célibataires. Alors, E, c'est la charge de l'électron, H, c'est la constante de Planck, M, c'est la masse de l'électron, C, c'est la vitesse de la lumière. Et ce rapport EH sur 4pi mc, c'est ce qu'on désigne par magnétone de bord. Alors, je vais donner des exemples des moments moment expérimental, par exemple, de K2MnO4. Il est égal à 1,73 magnétons de bord. Si on fait le calcul, on trouve que le moment de spin, en utilisant les formules précédentes, de K2MnO4 égale à 1,74 magnétons de bord. Donc vous voyez que les deux valeurs expérimentales et le moment de spin trouvé par le calcul coïncident exactement. Je prends un autre exemple. Le moment expérimental de NiNH3 6 fois 2 plus égale 3,16 magnétons de bord. Mu du spin de Ni, c'est-à-dire calculé à partir de la formule racine de n facteur de n plus 2, égale à 2,80 magnétons de bord. Les deux valeurs sont très très proches. C'est ce qui confirme l'égalité mu du spin égale mu expérimental. Alors je vous remercie de votre attention. Nous allons donc entamer aujourd'hui le 4e chapitre de physiologie respiratoire. Alors, après avoir vu les échanges gazeux, on va se concentrer maintenant sur la façon dont l'oxygène et le gaz carbonique sont transportés dans le sang. Donc, on va suivre le processus ou bien le schéma suivant. Transport d'abord d'oxygène suivi par le transport du CO2. Que ce soit l'oxygène ou bien le gaz carbonique, ces deux gaz sont transportés des poumons vers les tissus et des tissus vers les poumons selon leur gradient de pression partielle. Et ces gaz sont transportés selon deux grandes formes, une forme dissoute dans le plasma et une forme liée à une protéine appelée l'hémoglobine. Pour le CO2, on rajoute une troisième forme qui est les ions bicarbonates. Donc, on verra dans le chapitre réservé au transport de CO2. L'oxygène donc est transporté dans le sang sous deux formes. La première, c'est la forme dissoute qui constitue une faible proportion, 3%. Et la deuxième forme, c'est celle qui est liée à l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine de transport qui se trouve au niveau du globule rouge et elle peut lier de façon réversible l'oxygène selon l'équation suivante. Donc, Hb, c'est hémoglobine. Hb plus O2 donne un complexe appelé HbO2, l'oxyhémoglobine. Dans les capillaires pulmonaires où la pression partielle d'oxygène plasmatique augmente avec la diffusion de l'oxygène depuis les alvéoles, alors l'hémoglobine va fixer l'oxygène, mais au niveau cellulaire où l'oxygène est utilisé par les cellules et où la pression partielle d'oxygène plasmatique diminue, l'hémoglobine va relâcher l'oxygène. Pour connaître le volume d'oxygène dissous dans le sang,
il faudrait donc déterminer ou bien tenir compte de la solubilité de l'oxygène dans le sang, la pression partielle d'oxygène dans le sang et la pression atmosphérique, ce qui nous donne VO2 égale SO2 multiplié par la pression partielle d'oxygène divisé par la pression atmosphérique. Donc l'oxygène qui est dissous dans le plasma, il dépend de la pression partielle d'oxygène, la pression atmosphérique et de la solubilité, du coefficient de solubilité de l'oxygène dans le sang. Alors voici un exemple de comment on calcule le contenu artériel en oxygène. Encore une fois, je ne vous demande pas d'apprendre cette diapo par cœur, c'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce que on obtient ce contenu. Alors voici donc un exemple pour vous aider à comprendre à quel point la solubilité de l'oxygène est faible. Alors si par exemple le sang ne contenait pas d'hémoglobine, il n'y aurait que 3 ml d'oxygène dissous dans le plasma par litre de sang artériel. Ainsi, avec un débit cardiaque moyen de 5 litres de sang par minute, environ 15 ml d'oxygène dissous va atteindre les tissus systémiques à chaque minute. Cette faible quantité ne pourrait pas répondre aux besoins des tissus puisque la consommation d'oxygène est d'environ 250 ml d'oxygène par minute au repos, tout en sachant que cette consommation augmente énormément au cours de l'exercice. Ainsi, l'oxygène qui est apporté aux cellules sous forme dissoute dans le plasma fournit donc moins de 10% de ce que les cellules consomment. Donc le corps est très dépendant de l'oxygène qui est très transporté par l'hémoglobine. Donc avec des taux normaux d'hémoglobine dans le sang, les globules rouges vont transporter environ 197 ml par litre de sang, ce qui nous permet de calculer la capacité artérielle totale de transport d'oxygène par le sang qu'on appelle le pouvoir oxyphorique du sang, qui est égal à 3 ml d'oxygène dissous par litre de sang, plus 197 d'oxygène lié à l'hémoglobine par litre de sang, soit 200 ml d'oxygène par litre de sang. Tenons compte du débit cardiaque qui est de 5 litres par minute, donc la livraison d'oxygène aux cellules grâce à l'hémoglobine est d'environ 1000 ml par minute au repos ou 1 litre par minute au repos. Voilà. Dans les capillaires pulmonaires, l'oxygène dissous dans le plasma va diffuser dans les globules rouges où il va se lier à l'hémoglobine pour former le complexe HbO2, le complexe oxyhémoglobine, donc à 98%. D'accord ? Le transfert d'oxygène de l'air alvéolaire au plasma puis aux globules rouges et donc sur l'hémoglobine se fait si rapidement que normalement le sang dans les capillaires pulmonaires prend autant d'oxygène que la pression partielle d'oxygène plasmatique et le nombre de globules rouges le permettent. Alors une fois dans le sang artériel, dans les capillaires systémiques, le processus d'échange qui avait eu lieu dans les poumons va s'inverser, c'est-à-dire que l'oxygène dissous dans le plasma va diffuser hors des capillaires systémiques vers les cellules et cette diminution de la pression partielle d'oxygène au niveau du plasma va perturber l'équilibre de la réaction de liaison oxygène-hémoglobine en retirant de l'oxygène du côté gauche de l'équation, c'est-à-dire qu'il y aura une dissociation du complexe HbO2, ce qui va donner hémoglobine libre plus l'oxygène libre. Et donc cet oxygène va diffuser vers les cellules où il va être consommé. La pression partielle d'oxygène des cellules détermine quelle quantité d'oxygène se libère de l'hémoglobine.
quand les cellules augmentent leur activité métabolique, par exemple un muscle en activité, alors la pression partielle d'oxygène diminue à ce niveau-là, et donc l'hémoglobine doit délivrer davantage d'oxygène. Concernant l'hémoglobine, il y a plusieurs formes de chaînes protéiques dans l'hémoglobine. On appelle les globules. Alors, il y a les formes les plus fréquentes sont appelées alpha, bêta, gamma et delta. La majorité de l'hémoglobine adulte possède 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Et ces chaînes possèdent en leur centre un groupement héminique capable de fixer des atomes de fer. C'est sur le groupement héminique contenant chacun un atome de fer que l'oxygène peut se fixer. Et donc, ce qui nous donne que chaque molécule d'hémoglobine peut se combiner à 4 molécules d'oxygène. Et on appelle affinité, c'est la force des liaisons de l'hémoglobine à l'oxygène qui varie suivant le degré de saturation de l'hémoglobine. Alors la saturation, lorsque par exemple 2 ou 3 molécules d'oxygène sont liées à ces groupements M, la molécule d'hémoglobine est dite partiellement saturée. Lorsque 4 molécules d'oxygène sont liées, la molécule d'hémoglobine est dite partiellement saturée et on peut calculer le degré de saturation par cette formule. La saturation est notée SaO2, SA pour saturation, O2 égale à la quantité d'oxygène réellement liée à l'hémoglobine sur la quantité maximale que cette hémoglobine peut lier, fois 100. Donc là, on connaît la quantité maximale, c'est 4, et donc la quantité réellement liée va nous donner une saturation qui peut être à 25%, 75%, 50% en fonction du nombre de sites héminiques qui sont occupés par l'oxygène. Cette courbe traduit le pourcentage de saturation de l'hémoglobine en fonction de la pression partielle d'oxygène. La forme de la courbe de dissociation de l'hémoglobine reflète en quelque sorte les propriétés de cette molécule et son affinité pour l'oxygène. Lorsqu'on est à des niveaux normaux de pression partielle d'oxygène alvéolaire et artériolaire, soit 100 mm de mercure, 98% de l'hémoglobine est liée à l'oxygène. Donc, ça veut dire que quand le sang traverse les poumons, dans des conditions normales, l'hémoglobine se charge en oxygène presque au maximum de ce qu'elle peut faire. Et on remarque au niveau de cette zone que si la pression partielle, par exemple, de l'oxygène chute de 100 à 60 mm de mercure, le pourcentage de saturation passe de 98% à environ 90%, soit une baisse de 8%. Et ça fait un changement de saturation de l'ordre de 2%. Si la pression partielle chute au-delà de 60, donc par exemple elle passe de 60 à 40 mm de mercure, le pourcentage de saturation va passer de 90 à 75, soit une baisse de 7,5%. Donc entre 40 et 20 mm de mercure, la courbe est raide, il devient raide, d'accord? Et la saturation de l'hémoglobine diminue de 75% à 35%, soit une variation de 20% par tranche de 10 mm de mercure d'oxygène. Alors, quelle est la signification physiologique de la forme de la courbe de dissociation? C'est que le sang qui quitte les capillaires systémiques avec une pression partielle de 40 mm de mercure, l'hémoglobine est encore saturée à 75%. Ce qui veut dire qu'un quart seulement de l'oxygène qu'elle peut transporter est délivré aux cellules. Et l'oxygène qui reste lié va servir de réservoir dans lequel les cellules peuvent puiser quand leur métabolisme augmente.
Alors, quand les tissus métaboliquement actifs utilisent davantage d'oxygène, leur pression partielle d'oxygène va diminuer davantage et davantage d'oxygène sera libéré par l'hémoglobine au niveau de ces cellules. C'est ce qu'on va remarquer, par exemple, à une pression partielle d'oxygène de 20 mm de mercure. C'est la valeur moyenne pour un muscle au cours d'un exercice physique. La saturation de l'hémoglobine va tomber environ à 35%. Ça veut dire que l'hémoglobine aura libéré 40% de plus d'oxygène qu'elle est capable de porter. Voilà, donc il y a toujours une réserve d'oxygène au niveau de l'hémoglobine et qui est délivrée en fonction des besoins de chaque tissu et le reste est gardé en réserve au niveau de cette hémoglobine. Alors, la température, le pH sanguin et la pression partielle de CO2 influencent sur la saturation de l'hémoglobine à une pression partielle d'oxygène donnée. Tous ces facteurs influencent sur la saturation de l'hémoglobine en modifiant sa structure tridimensionnelle et par conséquent son affinité pour l'oxygène. En règle générale, l'augmentation de la température, de la pression partielle de CO2, des taux sanguins d'ion H+, réduit ou diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, ce qui favorise la dissociation de l'oxygène dans le sang. Ce phénomène est illustré par le déplacement vers la droite de la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. Inversement, une diminution de l'un de ces facteurs augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, ce qui diminue sa libération. Ce changement entraîne un déplacement de la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine vers la gauche. Si l'on réfléchit aux liens possibles entre ces facteurs, on remarque qu'ils atteignent tous leurs points culminants dans les capillaires systémiques où l'objectif premier est la dissociation de l'oxygène. À mesure qu'elles métabolisent le glucose et utilisent l'oxygène, les cellules libèrent le CO2, ce qui augmente la pression partielle du CO2 et la concentration sanguine d'ion H+ dans les capillaires. La baisse du pH sanguin, qu'on appelle acidose, et l'accroissement de la PCO2 affaiblissent la liaison entre l'hémoglobine et l'oxygène. Ce phénomène, on l'appelle l'effet Bohr. Et par conséquent, l'apport d'oxygène aux tissus qui en ont besoin est accéléré. D'ailleurs, la chaleur est l'un des sous-produits du métabolisme cellulaire et les tissus actifs sont généralement plus chauds que les tissus inactifs. Donc, on peut prendre l'exemple de la température des muscles actifs qui peut atteindre 40 degrés Celsius. L'augmentation de la température a une incidence à la fois directe et indirecte sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et ensemble, donc, ces facteurs font en sorte qu'une plus grande quantité d'oxygène se dissocie de l'hémoglobine au voisinage des tissus qui sont actifs. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène peut être également modifiée en fonction de certaines situations plutôt pathologiques, comme le cas de l'anémie. L'anémie, c'est quoi? C'est une diminution de la concentration de l'hémoglobine dans le sang. Une concentration d'hémoglobine normale étant de 15 grammes par 100 ml de sang. Une anémie peut être donc représentée par une hémoglobinémie de l'ordre de 10 grammes par 100 ml de sang. Alors, sont mesurés sur cette courbe deux paramètres. Premièrement, la saturation de l'hémoglobine en oxygène, et c'est l'axe de droite, en pourcentage. Deuxièmement, le contenu artériel en oxygène, CaO2, c'est l'axe de gauche. Pour la saturation, on a deux axes. Un qui mesure la saturation en cas d'une hémoglobinémie normale, et un axe qui représente la saturation en cas d'une anémie.
Donc, ces paramètres sont représentés en fonction de la pression partielle d'oxygène millimètre de mercure. Qu'est-ce qu'on constate? Que quand il y a une anémie, la saturation de l'hémoglobine reste bonne. Donc, même si on a moins d'hémoglobine dans le sang, cette concentration arrive toujours à se saturer à 100%, comme un taux d'hémoglobine normal. En revanche, qu'est-ce qui diminue en cas d'anémie? C'est le contenu artériel en oxygène qui est diminué. Donc, on passe de 20 ml par 100 ml pour une hémoglobinémie normale à une valeur de l'ordre de 10 ml par 100 ml pour une hémoglobinémie diminuée ou bien une anémie. Donc, conclusion, il y a moins de transport d'oxygène par le fait qu'il y a un contenu artériel en oxygène qui est diminué. Autre situation remarquable dans laquelle on peut mesurer la saturation de l'hémoglobine en oxygène, c'est dans le cas où, donc cette fois-ci, on suppose que l'hémoglobine est normale, donc elle est normale 15 grammes par 100 millilitres de sang, et on mesure le contenu artériel en oxygène. Dans le cas où on respire que de l'oxygène, ou d'un deuxième cas, donc c'est la courbe rouge, et dans un deuxième cas où vous avez une atmosphère dans laquelle il y a également du monoxyde de carbone, le CO. Que se passe-t-il? Alors pour une situation normale, l'hémoglobine peut se saturer à 100% en oxygène, c'est la courbe rouge. Et le contenu artériel en oxygène, il est normal, 20 ml par 100 ml de sang, au maximum. Que se passe-t-il dans une atmosphère où il y a du monoxyde de carbone? Donc ce monoxyde de carbone va rentrer en compétition avec l'oxygène vis-à-vis des sites de fixation sur l'hémoglobine. Donc il va réduire les chances que l'oxygène se fixe totalement au niveau de ces sites. Et donc on assiste à une diminution de cette saturation parce que le taux de CO qui est fixé à l'hémoglobine est de l'ordre de 33% et donc le reste est occupé par l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans cette situation? Il y aura aussi bien une diminution de la saturation de l'hémoglobine en oxygène qu'une diminution du contenu artériel en oxygène en cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc, c'est ce qui rend la situation très difficile et délicate parce que les deux paramètres sont diminués. On passe maintenant au transport du gaz. Le CO2 qui est produit par la respiration cellulaire est transporté des cellules aux poumons sous 3 formes, énumérées ici en ordre croissant d'importance. Nous avons premièrement la forme sous forme de gaz dissous dans le plasma. Donc cette forme va représenter 7 à 10%. Sous la forme de complexes liés à l'hémoglobine. Donc une partie du CO2 est liée, transportée dans les érythrocytes sous forme de carbhémoglobine, sous cette forme, donc CO2 plus HB, qui va donner HbCO2. Ce complexe s'appelle carbhémoglobine. Cette réaction est très rapide et ne nécessite pas de catalyseur, puisque le dioxyde de carbone se lie directement au groupement amine des acides aminés de la globine, donc, et non pas aux atomes de fer ou de l'hème. Son transport dans les érythrocytes n'entrave donc pas celui de l'oxygène. La liaison et la dissociation du CO2 sont directement influencées par la pression partielle de CO2 et le degré d'oxygénation de l'hémoglobine. Le CO2 se dissocie rapidement de l'hémoglobine dans les poumons, car la pression partielle de CO2 est inférieure dans l'air alvéolaire que dans le sang. Et le CO2 se lie rapidement à l'hémoglobine dans les tissus, où la pression partielle de CO2 est plus élevée
que dans le sang. La désoxyhémoglobine se combine plus facilement au dioxyde de carbone que l'oxyhémoglobine. Donc, c'est ce que on décrit généralement dans l'effet Haldane, ce qu'on appelle l'effet Haldane. La troisième forme, c'est les ions bicarbonate dans le plasma, environ 70%. La plupart des molécules de gaz carbonique qui entrent dans le plasma pénètrent rapidement dans les érythrocytes et c'est là que va se produire la plupart des réactions qui préparent le CO2 pour son transport dans le plasma sous forme d'ion bicarbonate, HCO3-. Le retrait du CO2 est indispensable car tout excès de CO2 qu'on appelle hypercapnie peut entraîner un trouble du pH, c'est ce qu'on appelle l'acidose. Et toute augmentation excessive de CO2 peut déprimer, c'est-à-dire inhiber le fonctionnement du système nerveux, ce qui va entraîner dans un premier temps des situations de confusion, et puis coma, voire si rien n'est fait, la mort du sujet. Environ 70% du CO2 qui entre dans le sang sont transportés sous la forme de bicarbonate HCO3-, qui se forme sous l'action de l'anhydrase carbonique. CO2 plus H2O, ACC anhydrase carbonique donne d'abord un produit intermédiaire, l'acide carbonique, qui se dissocie en HCO3- et H+. Par ailleurs, le CO2 est transporté sous la forme liée à l'hémoglobine, sous forme de CO2 plus HB, va donner HbCO2, un complexe appelé carb-hémoglobine. Donc, juste pour vous situer, on est au niveau des capillaires systémiques. Donc, le CO2 qui a été produit par les réactions cellulaires, il va diffuser au niveau des capillaires systémiques pour être transporté jusqu'aux capillaires pulmonaires. Pour que les réactions se poursuivent, il faut absolument que le HCO3- et le H+ doivent être retirés du cytoplasme des globules rouges. Donc il y a deux processus à ça. Un processus réservé pour HCO3- et l'autre pour H+. Premièrement, vous avez le HCO3-, il va être échangé par une protéine antipore qui échange le HCO3- contre le Cl- pour maintenir un équilibre ionique au niveau cellulaire. Et d'autre part, les protons H+ se lient à l'hémoglobine pour former ce complexe HBH. Alors, les bicarbonates, ils ont deux rôles. Premièrement, c'est une forme de transport du gaz carbonique et deuxièmement, ils vont jouer dans le milieu extracellulaire un rôle tampon pour éviter les variations moyennes du pH au niveau extracellulaire. Donc, on le sait, ils sont de puissants tampons. Pour ce qui est de l'hémoglobine, alors l'hémoglobine qui prend en charge le H+, alors l'hémoglobine ici, elle va jouer un petit peu aussi un rôle tampon puisqu'elle va éviter les variations de pH qui sont liées aux réactions productrices de CO2 par la respiration. Cette capacité tampon de l'hémoglobine est valable pour des taux de CO2 qui sont normaux. Si la pression partielle du CO2 du sang veineux est très élevée, supérieure à la normale, le tampon hémoglobine ne peut pas absorber les protons produits par les réactions CO2 plus l'eau. Et dans ce cas-là, les protons vont s'accumuler et entraîner ce qu'on appelle l'acidose respiratoire. Alors, ça, c'était pour les capillaires systémiques. Ensuite, par le transport, on arrive au niveau des capillaires pulmonaires.
Alors, les réactions que l'on a vues dans les capillaires systémiques vont s'inverser dans les capillaires pulmonaires. Tout va concourir vers la formation de cette forme de CO2 dissous qui va par la suite quitter le capillaire pulmonaire et être expiré par la respiration, donc une fois que ce CO2 quitte les alvéoles. Alors le CO2 au niveau des capillaires pulmonaires, donc la forme dissoute provient d'une part de cette petite forme qui se trouve déjà dans le plasma, 7%, et d'autre part, elle provient de la dissociation du complexe HbCO2 qui va donner Hp plus CO2. Par ailleurs, les bicarbonates qui étaient dans le plasma des capillaires systémiques repassent dans les globules rouges, donc ils sont de la même manière échangés contre le chlore, donc ils entrent dans le globule rouge où le complexe HBH va se dissocier pour donner H++ Hb libre, et ce proton va réagir avec les bicarbonates pour donner l'acide carbonique. Sous l'effet de l'anhydrase carbonique, l'acide carbonique se dissocie en O plus CO2 qui vient renforcer cette quantité de CO2 qui doit être éliminée. Donc, il va quitter le globule rouge pour regagner le plasma, et au niveau des alvéoles, ce CO2 va être éliminé.